Bonjour, madame. J'espère que je prononce bien le nom de monsieur. Yes, c'est le nom, c'est André. Pour commencer, notre invité nous parlera de son parcours professionnel dans la rubrique CV. Quel est le chemin que vous avez parcouru, madame Angolé, de votre ville natale, à la capitale de la Côte d'Ivoire, Abidjan, où vous exercez en ce moment? Bonjour à tous. Comme tu l'as dit, je viens de Mont, je suis Yacouba, je viens de Bouécan-Guinée. Donc, Bouécan-Guinée, c'est Bouécan-Guinée, voilà. Ok. C'est le nom de mon village. Je suis venue à Abidjan très tôt, j'avais à peine 10 ans. Je suis d'une famille de 5 enfants, donc comme on dit français, je vais dire le premier de la famille. L'aîné, il travaillait déjà à la BCAO, je ne sais pas si je peux le dire. Bien sûr. Donc je suis venue là pour poursuivre mes études. Je n'étais pas vraiment destinée à faire du cinéma. Donc mon grand frère voulait que je devienne cadre comme lui et que je travaille à la BCAO. C'est au fur et à mesure que j'allais à l'école, j'aimais les maris, j'aime même Marie-Louise Assou, paix à son âme, Jimmy Dongé, Maman Delta et tout ça. J'aimais beaucoup le cinéma. J'en ai parlé à ma belle-sœur. Elle m'a dit, bon, si l'opportunité se présente, si tu as le BEPC, on verra si peut-être tu rencontres quelqu'un, si on doit t'inscrire dans une école de cinéma. C'est ainsi, après le BPC, j'ai dit à ma belle-sœur, écoute, je veux partir dans une école de cinéma. Elle a dit non, il faut aller jusqu'au bac. Donc quand je suis arrivée en terminale, c'est comme ça, il y avait un concerto au plateau. Oui, dans le temps pour l'indépendance. Oui, pour l'indépendance, il y a un concerto au plateau en 1995. Et c'est là-bas que j'ai rencontré M. Lozo Black. Il était monteur à la RTI à son temps. Et je lui ai dit, je passais, il m'a appelé, il dit, ah mademoiselle, vous habitez le plateau? Je dis oui, il dit non, je suis à RTI. Je dis, ah, je suis intéressé par, faut pas fâcher. Et tout ça, comment est-ce qu'on fait? Il dit, bon, je vais te donner le numéro du réalisateur. À son temps, c'était M. Guano Steve. Et il m'a donné le numéro de M. Guano Steve. Je suis rentré à la maison, c'était un numéro fixe, la RTI. J'ai appelé, le numéro ne passait pas. Et j'ai pris mon je suis venu à la RTI. J'ai demandé après M. Lozo Blackie. On l'a appelé, il a dit qu'il me connaissait et nous avons parlé, il m'a conduit au bureau de M. Guano Steve. Donc nous avons bavardé ensemble. Je lui ai dit, bon, je t'ai intéressé par, faut pas fâcher et tout. Il m'a dit, bon, je vais venir mercredi. Là, on faisait les réunions le mercredi à la RTI. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, bon, je te présente à Adrienne, Jimmy Dongé, Marie-Louise et tout. Après la présentation, il m'a dit, bon, il faut venir encore le lundi, je crois, on tournait les lundis. Tu vas aller avec nous sur le lieu du tournage. Pour voir comment ça se passe. Et je fais 2 ans. En train de voir comment ça se passe. Comment ça se passe. Chaque jour, je vais au tournage. Je rencontre mes dévanciers. Au début, pour intégrer, il ne faut pas fâcher. C'était vraiment pas facile. C'était vraiment, il fallait connaître le métier pour faire partie de l'équipe. Mais comme je voulais être comédienne, comme c'est ce qui m'intéressait, j'ai mis les frustrations de côté, les orgueils de côté. Et puis je me suis fait toute petite. Et heureusement, je me suis fait accepter par le groupe. 2 ans après, M. Grégoire Martin a écrit un scénario. Il m'a donné mon premier rôle. Mais on a envie de dire quelle patience, parce qu'aujourd'hui les jeunes ne sont pas forcément patients. 2 ans, j'ai envie de dire 2 ans de stage, juste en train d'observer. Bien sûr, aujourd'hui les jeunes ne sont pas patients parce qu'ils veulent juste passer à la télévision. À notre temps, il faut apprendre pour qu'on te donne ta chance. La porte n'était pas grandement ouverte à tout le monde. Il fallait vraiment être patient, apprendre et respecter surtout tes dévanciers avant qu'on te donne ta chance. Alors, vous êtes actrice à la base, merci pour cette belle histoire, mais pourquoi vous décidez de rajouter scénariste, réalisatrice, productrice à votre CV qui est déjà bien chargé? Après quoi courez-vous? Bon, le cinéma, c'est être réalisatrice, scénariste. Moi, je me dis, tout ça fait partie du cinéma. Tu es comédienne, il faut passer après derrière la caméra. Et moi, j'ai toujours été passionnée par l'écriture. J'ai toujours trouvé des histoires, les petites histoires pour monter et tout. Quand l'occasion s'est présentée, je me suis dit, pourquoi ne pas apprendre l'écriture qui était ma passion de base et tout ça. Donc je suis retournée à l'école, j'ai appris l'écriture. Et après, il fallait maintenant produire un film. J'avais mon histoire. Quand j'ai fini d'écrire mon histoire, il fallait maintenant trouver les financements pour
pouvoir produire. Quand tu produis, après, il faut passer à la réalisation. Il faut passer derrière la caméra. Ça, il faut une formation et tout ça. J'ai pris mon temps pour me former et tout. Comme le dit quelqu'un que je connais, il est réalisateur, donc moi je suis en train de faire petit à petit, peut-être un jour on dira, je suis une grande réalisatrice. Donc vous ne courez pas après quelque chose précisément, c'est juste par passion? Non, je ne cours pas après quelque chose, mais je me dis, c'est la conclusion même de la carrière d'une actrice, c'est ça. Après, il faut produire toi-même tes propres productions et on pourra dire pendant ton passage ce que tu as fait. Donc, on va dire actrice, scénariste, réalisatrice, productrice, et vous avez même essayé à la chanson. Pourquoi? Oui, on vous a vu chanter avec le groupe Bouffe Chic. D'ailleurs, on se demande ce que devient le groupe après malheureusement le départ de Bulldozer qui nous a quittés brutalement. Vous êtes resté avec Manon Joly et Lupita, vous devenez donc les Bouffe Chic. Ah, les Bouffe Chic sont là. C'était une comédie musicale produite par M. Agüe Sylvain. Mon époux est producteur. Donc, on a voulu essayer la chanson, une comédie musicale. Et pourquoi? Parce qu'on a remarqué qu'à un moment, on stigmatisait les gros, que quand tu es en forme, tu es gros, tu n'es pas joli à voir, tu ne peux pas te mettre en valeur et tout. Nous, on est venu à cette chanson pour dire qu'on peut être en chair, on peut être grosse ou gros et savoir se mettre en valeur. C'est de choisir d'être télé à droite pour te mettre en valeur. Donc, voilà pourquoi on a essayé cette chanson. Ça a marché et puis bon, après le décès de Bulldozer, on a mis une pause en ce qui concerne le groupe de Bouffe Chic, mais on est toujours là. Et vous voyez Manon Joly et Lupita? Bien sûr, on se voit actuellement. Manon Joly est malade. Je l'appelle, je prie Dieu que tout aille mieux. Lupita, on se voit tous les jours. En tout cas, on s'appelle, le groupe. D'accord, alors permettez-nous, avec toute l'équipe de production, de présenter nos voeux de guérison à Manon Joly. On espère qu'elle va se remettre très vite. C'est une femme qui déborde de joie, qui met du bonheur à chaque fois qu'on a l'occasion de la voir. Manon Joly, porte-toi mieux, que Dieu te fortifie et puis on espère te revoir très bientôt. Merci. Alors, tout à l'heure, vous parliez de l'écriture de vos scénarios. C'est vrai, vos scénarios sont très appréciés, donc il ne faut pas fâcher pour vos différents films, mais où trouvez-vous votre inspiration? Mon inspiration, je le dis, de mon quotidien, de ce qui se passe autour de moi. C'est du vécu. Il y a une histoire dans les larmes de l'amour, c'est du vécu. Et ce que je vois tous les jours, les gens me racontent leur histoire. Et je suis sûre, j'ai des petites soeurs, des amis, attends, j'ai vécu telle histoire, telle histoire. Donc, voilà. Parlons de votre série Les larmes de l'amour. Comment ça se comporte? Les larmes de l'amour a vraiment marché. Les gens ont vraiment adoré cette série-là. La preuve, on me demande tous les jours à quand la suite, à quand la suite. J'ai vraiment eu la chance avec Les larmes de l'amour. Les acteurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Je profite aussi pour te féliciter parce que tu es l'une des actrices principales de la série Les larmes de l'amour. Mais avec votre coaching, bien sûr. Oh, merci. Donc, on est en train de préparer la suite des larmes de l'amour. Très bien. Et quand on regarde ce film, on se demande, il y a eu combien d'acteurs et avec quel budget vous avez travaillé? Avec Les larmes de l'amour, on a eu 105 acteurs avec 230 millions comme budget. Un petit budget. On aurait dû avoir... 230 millions, c'est un petit budget? C'est un petit budget. Des longs métrages, ils font 300 millions comme budget. Mais pourquoi on est en Afrique, on n'a pas véritablement de subvention. Donc on se débrouille avec le peu qu'on a. Les droits d'auteur que vous touchez au Florida sont-ils importants? Pour le moment, je ne touche pas. Je dis que les droits d'auteur que je reçois, ce n'est pas ce que je mérite vraiment. Parce qu'il ne faut pas fâcher. J'ai écrit par exemple 26 fois 2 par an. Donc quand on doit me payer et que je suis vraiment dans petits millions, je me dis que ce n'est pas ce que je devais toucher. Que pensez-vous du Florida version Ouattara Karim ou version Irène Vira? Version Irène Vira, j'ai eu un gros chèque. C'est pas parce qu'elle n'est plus là que je vais dire que c'était pas bon. C'est ce que j'ai toujours dit. Elle était avec elle qu'on a commencé à payer les comédiens que nous sommes. Donc c'était un bon début. Maintenant avec Ouattara, j'ai pas encore, oui,
je crois que la dernière fois qu'ils m'ont payé, mais pour Irène avant, pour M. Ouattara, était quand même un gros chèque. C'était un peu consistant. Un peu consistant, mais vous je souhaitez crois que que M. Ouattara fasse M. Ouattara, je suis allé au Burida pour discuter avec. Je pense qu'il est en train de mettre des choses en place pour qu'on puisse nous payer comme il se doit. Il lutte beaucoup pour le moment, en tout cas quand je vois, on discute plus ou moins. Si tu as travaillé, tu seras payé. Si tu n'as pas travaillé, tu ne seras pas payé. Mais il y a quelque chose que je déplore au Burida. C'est faut qu'il travaille véritablement. Parce qu'on nous a dit que, par exemple, 2019, si tu as tourné le film en 2019, tu as droit au droit d'auteur. Si tu n'as pas fait de série, tu n'as pas droit. Mais quand il est l'heure d'aller prendre des chèques, et ça me touche, tu vois des gens de l'Antiquité, moi je les appelle les gens de l'Antiquité, ça fait plus de 20 ans, ils n'ont pas tourné, ils n'ont pas de production, mais ils ont des gros chèques. Il y a des gens, ça fait des années aussi, ils ne tournent pas, ils ont des chèques. Mais attends, on ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Les chèques qu'ils reçoivent, c'est par rapport à quoi? Mais est-ce que leurs productions ne sont pas toujours vues? Non. Madame Alafé, on se connaît tous en Côte d'Ivoire ici, on se connaît, on sait plus ou moins combien de productions il y a par an. Moi, si tu me demandes aujourd'hui, en 2019, il y a eu combien de productions? J'ai sais en 2019, plus ou moins combien de productions il y a eu. Et quand il y a une production, tu sais les acteurs qui ont joué dans ces productions-là. Donc on se connaît. Donc tu n'as pas tourné dans les langues de l'amour. Tu n'as pas joué dans les coups de la vie. Tu n'as pas joué dans... Bon, car ça c'est maintenant. Et puis, les langues de l'amour, on n'a même pas encore payé. On s'en va, on regarde. Toi, tu as un chèque. C'est pourquoi? Le chèque, là, qu'est-ce que tu as fait pour mériter ce chèque? Non seulement notre argent, on coupe un peu, c'est de l'humanitaire, du social, on coupe un peu ceux qui ne travaillent pas pour ne pas qu'ils s'y plaignent, pour ne pas qu'ils crient, on leur donne un peu. En ce moment-là, ce n'est pas correct en fait. On ne peut pas dire pour qu'on te paye, il faut que tu travailles. Et celui qui ne travaille pas a un chèque, on va continuer à se plaindre. Donc je demande à M. Ouattara de travailler, je crois qu'il s'appelle Ouattara, le nouveau là, de travailler correctement ce côté. Ouattara Karim, de travailler correctement ce côté-là. Parce que si on s'en va prendre les chèques, maintenant qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui n'ont pas travaillé, qui reçoivent des chèques, on va commencer à parler de ça dans les journaux. Moi, je ne peux pas travailler, toi tu vas rester chez toi tranquillement et tu vas vivre de mon argent. Ce n'est pas possible. Comment trouvez-vous la gestion de la culture en Côte d'Ivoire et surtout du cinéma? Moi je dis, en ce qui concerne le ministère de la Culture, il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Moi c'est comme ça, parce que pour donner, sur quoi on se base même pour donner de l'argent aux gens? On se base sur quoi? Moi, pour moi, si on devait donner de l'argent, c'est des gens qui travaillent. On peut dire, Bleu Brigitte, en 2019, qu'est-ce qu'elle a fait en Côte d'Ivoire ici? Elle a fait ça. Ok, elle au moins elle est sauvable, on peut aider sa production. Mais non, il y a des gens, on leur donne l'argent, on ne sait pas, les productions ne sortent jamais, on ne voit ni que ni tête, mais c'est les mêmes personnes là à qui on donne de l'argent. Tu déposes ton dossier, ça reste là, non, il n'y a pas l'argent, mais d'autres reçoivent toutes ces... Moi, je me dis, un jour, mon travail parlera pour moi. Tu as vu qu'on a eu les prix pour venir à ça. Le ministre ne nous a jamais reçu. On ne nous a jamais appelés. Mais il y a d'autres qui viennent aussi, pour nous, on les reçoit. Donc vous pensez qu'il faille revoir les critères? Bien sûr, que la gestion est mal faite. La gestion est très très mal faite. On ne peut pas travailler comme ça. Il faut revoir le. Mais quand vous avez eu des prix, est-ce que vous avez fait un courrier? Est-ce que vous avez sollicité un rendez-vous? Bien sûr, on a fait des courriers. Il y a M. Chose qui est venu, même M. Beurre qui était à l'aéroport, il est venu nous voir de la part du ministre et que le ministre allait nous recevoir. Bon, le ministre ne nous a pas reçu, juste quand il est parti. Paraît-il qu'il y a l'autre ministre qui est là. Bon. Vous attendez. On attend et on continue de travailler. Il est temps à présent, Madame Bleu Brigitte Albouy, de nous permettre une brève incursion dans votre vie privée à travers la rubrique Confidence. Comment avez-vous rencontré celui qui est aujourd'hui votre époux? Alors, pourquoi, dès qu'on prononce le nom de votre époux, vous vous mettez à rire? Il y a toujours ce sourire-là qui apparaît, on se demande c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a derrière? Mon frère Sylvain, c'est mon meilleur ami. Je l'appelle mon idéal, mon extrême amour. C'est quelqu'un que j'ai connu au début 2008.
c'est quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui nous a présenté. La première fois qu'il m'a vu, il dit, toi tu seras mon épouse. Directement. Il m'attend, oh moi je vais être ton épouse, tu seras mon épouse. On regardait son nom. Et puis une semaine après, il m'a appelé, on s'est vu. Il m'a dit, mais attends, dis-moi, pour t'épouser là, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, mais comment ça tu vas m'épouser? Il dit, mais je te dis que tu es mon épouse. Je vais t'épouser. Comme ça, rien, je dis, ok, va voir mon prophète. Il a eu pour moi, j'ai indiqué où mon prophète se trouve. Et c'était en quelle année? C'était en 2008. C'était en 2008. Et c'était le mercredi, on s'est vu. Et le dimanche, je suis couché, mon téléphone sonne. Il dit, je suis au grand carrefour de l'Institut des aveugles à Yopougon. Je dis, mais tu as venu faire quoi? Tu m'as demandé de venir voir ton prophète. Non. Donc, on va venir me chercher, on va aller à l'église. Sérieux? Sérieux. Donc, je suis allé le chercher, on est allé à l'église. Après le culte, il a demandé à voir le prophète. Il a dit au prophète qu'il veut m'épouser. Le prophète m'a demandé, tu le connais? C'est un jeune. Il m'a vu, il dit, il est fond de moi, il veut m'épouser. Donc, le prophète a dit, bon, allez-y. Vous allez poser ensemble pendant 1 mois, après vous revenez me voir. Et cette ainsi, on est parti. Après 1 mois, il est revenu vers le prophète et il a dit encore qu'il tenait à m'épouser. Il a demandé au prophète comment ça se passe chez nous. Il faudra que le prophète l'accompagne pour voir mes parents pour la dot. Et après 2 mois, je crois bien, mon grand frère, ma famille s'est réunie, il a payé la dot. Et 4 mois, on a fait 6 mois avant le mariage légal. 6 mois. 6 mois. On s'est connu, c'est 6 mois après. On a fait le mariage. Il a payé la dot, tout le temps de les préparatifs du mariage. Je pense que ça m'a allé 6 mois. Donc, c'est pourquoi chaque fois qu'on parle de lui, je suis heureuse. C'est pas un homme que j'ai fait du concubinage avec lui. Il m'a vu, dit je t'aime, je vais t'épouser. Il a respecté sa parole. Pris le temps de vous connaître un petit peu. Non, on n'a pas pris le temps de se connaître parce qu'en ce moment, j'allais vraiment à l'église. Et mon prophète a dit, s'il veut, il faut qu'il passe par là. Il a dit, il n'y a pas de problème. La nuit de noces même, on était tellement fatigués qu'on a dormi. C'est le nom de même. Vous avez vécu de la chasteté 6 mois avant le mariage avec lui. Bien sûr, c'est ça. Pendant des... un peu compliqué, mais quand même. Les 6 mois, en tant que l'homme, il ne se plaignait pas, il disait rien, il était serré. Donc, voilà. Ça, c'est bien passé. Et est-ce que vous avez des enfants? Oui. Combien d'enfants? Lui et moi, on a 2 enfants. Voilà. Et puis, j'ai mon grand-fils. En parlant de votre grand-fils, bien connu sous le pseudonyme d'Apichou National, que fait-il en France? À la base, il partait en France pour faire une formation de garde corps. Donc, elle arrivait à l'école coûte vachement cher. Donc, je lui ai dit, bon, il faut travailler, il faut faire un petit boulot. Moi aussi, de mon côté ici, je vais compléter, puis tu vas suivre la formation. Voilà, réunir les fonds et tu vas commencer ta formation. N'avez-vous pas peur pour lui au vu des vidéos qu'il fait depuis la France? Êtes-vous d'accord avec ce qu'il fait? J'ai tellement peur pour lui parce que c'est mon unique garçon en fait. Mais j'ai discuté avec lui. Il m'a dit, il fait ses vidéos, il parle de ses ambitions, pourquoi il fait les vidéos. Je ne peux que prier pour lui en tant que mère. Mais en réalité, j'ai beaucoup peur. Chaque fois que je lui parle de ça, il ne faut pas les gens vont t'agresser quand tu vas revenir au pays. Vraiment, il faut doser tes vidéos et tout ça. On en parle à chaque fois que l'occasion se présente. Je lui parle de ces vidéos. Et comment il réagit? Il me dit, maman, j'ai compris, je vais doser un peu. Quand il y a un sujet, maintenant, je le suis de près. Quand il y a un sujet, quand je peux, que je vois le sujet avant, je dis, ce sujet-là, il faut revoir ça comme ça, faire comme ça. Mais quand je ne sais pas tout le temps que j'ai le temps pour aller sur son Facebook et tout, mais je lui parle. Comment réagissez-vous face aux injures et aux menaces que vous recevez suite justement à ces interventions sur la toile? Je ne réagis pas. Au début, ça me faisait mal. Je me dis, mais attends, je suis une grande dame de ce pays. Les gens me respectent. Je suis une femme sans histoire et tout. Aujourd'hui, des gens se permettent de m'insulter et tout ça. Mais ils m'insultent à cause de qui? À cause de mon fils. Et je ne peux qu'accepter. C'est mon enfant. Si les gens pensent qu'ils ne peuvent pas lui répondre directement en s'attaquant à sa maman que je suis, ça peut leur donner les vues, comme il le dit sur Internet. Tant mieux, j'assume, quand tu fais les enfants, ton enfant décide de faire quelque chose, qu'il y a des retombées, que ça soit négatif ou bien positif. En tant que mère, tu assumes. On a l'impression que vous prenez des kilos chaque année, c'est voulu?
Oh, c'est pas voulu, c'est l'âge. C'est l'âge et tout ça. Quels sont vos projets? Mon projet immédiat, c'est de faire la suite des Langues de l'amour, saison 3, saison 4. Et quand je finis, j'ai un long métrage qu'on appelle Visage de l'ombre, que je suis en train de discuter des partenaires en Europe. Ça y est en bonne voie. Il va falloir trouver encore les moyens. Vraiment. Le budget est excessivement cher. Vous pensez trouver des partenaires pour vous accompagner? Bien sûr, j'ai déjà un partenaire, donc on est en train de voir les autres. Qu'espérez-vous pour la Côte d'Ivoire? Un pays de paix, où chacun peut aller à son travail, chercher son pain quotidien, sans histoire, parce que je me dis, un président qui va venir ne pourra pas changer la destinée de tout un chacun. Que ce soit le bleu, que ce soit le vert, que ce soit le jaune, s'il y a la paix, que tu peux aller travailler pour avoir ton pain quotidien, ce président-là, nous devons tous le respecter et le soutenir, parce que chacun a son destin. Cette histoire fait partie de la destinée des grands hommes. Si Dieu a dit tu seras président, tu le seras. Merci Madame d'avoir accepté notre invitation et surtout merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup Madame Naomi à la fin. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro des entretiens de Naomi Amoussou à la fée avec comme invité aujourd'hui l'actrice, scénariste, réalisatrice, productrice et même chanteuse Bleu Brigitte épouse Avril. Et à bientôt pour un autre numéro.